Merci beaucoup à la Société Vaudoise pour m'inviter. Je suis très honoré de venir vous parler aujourd'hui, de faire l'ouverture d'une conférence qui sera animée ensuite par tous les collègues. Après M. Vuillemin et son allusion sur les Genevois, qu'est-ce qu'un Valaisan de Genève travaillant à Lausanne peut encore dire? Si ce n'est que quand j'étais à Boston, mon patron me disait « Tu verras, quand on dit du mal de toi sur la côte ouest, c'est que ça marche. » Donc voilà, on va parler de moi aujourd'hui, peut-être. On va parler de nutrition beaucoup. Et puis, ce que je vais essayer de faire, c'est soulever quelques réflexions, quelques questions, et puis essayer de raccrocher ça à ce qui pourrait être pratique ou pas. Et finalement, la grande question qui nous anime, si on commence à parler alimentation, c'est qu'est-ce qu'un régime sain? Si quelqu'un d'entre vous a la réponse, parlez maintenant ou restez silencieux à jamais, parce que je crois que cette réponse, elle n'existe pas aujourd'hui. Donc on est obligé de faire avec. Elle n'existe pas parce que qu'est-ce qu'on fait pour essayer de répondre à cette question? Alors on prend une approche un peu épidémio, et puis on essaie de réfléchir aux besoins nutritionnels de l'individu. Les besoins nutritionnels, c'est la quantité d'énergie et les nutriments, macronutriments, micronutriments, dont on a besoin pour survivre, pour satisfaire aux besoins élémentaires de la survie de notre organisme, et éventuellement s'activer, parler devant un micro, gesticuler, toutes ces choses qu'on fait quand on est un individu en bonne santé. Et puis, une fois qu'on a une idée de ce que sont ces besoins nutritionnels, pour essayer de les transformer en recommandations, et puis là, ce qu'on espère, c'est que les recommandations vont recommander un régime sain, on ne sait toujours pas ce que c'est. Les recommandations, on va prendre sur une population donnée, et puis on va se dire, il faut qu'on satisfasse aux besoins de la majorité de cette population. Et puis ce qui est fait, c'est finalement quelque chose d'assez grossier, c'est qu'on regarde une population qu'on estime être en santé, on regarde ce qu'elle mange, on se dit que si elle est en santé, qu'elle mange ça, c'est bien. Et puis, on en dérive des recommandations, on se dit que, et ça donne un schéma un peu comme ça, on se dit que voilà, les besoins nutritionnels moyens sont ici, et puis on fait 2 déviations standards, et puis la recommandation, on la met là, à l'extrémité de la courbe, pour couvrir 95% de la population. Ça, c'est en gros ce qui se passe pour faire des recommandations nutritionnelles. Mais ça se casse tout de suite, si on réfléchit un petit peu. Parce que dans la population, il y a tout le monde, et vous pouvez bien imaginer que les besoins nutritionnels moyens des nourrissons ne sont pas les besoins nutritionnels moyens d'une femme enceinte, qui sont loin des besoins nutritionnels moyens d'un grand vieillard. Et c'est juste impossible. C'est, à mon avis, juste impossible d'avoir des recommandations générales. Alors bien sûr, on le fait, je ne suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense que ces recommandations nutritionnelles qui finalement sous-tendent après la fameuse pyramide alimentaire que vous connaissez tous, elles sont utiles, mais en termes de savoir vraiment ce que c'est qu'un régime sain, je pense qu'on est relativement loin du compte et qu'on est obligé, on va être obligé. Et ça, c'est peut-être le message du jour à discuter dans la plateforme débat. Je pense qu'on va être obligé d'individualiser. On va vers la médecine individualisée, on va vers la médecine personnalisée, on va vers cette médecine 2.0 dont on nous rabâche les oreilles à longueur d'année. Qui la verra réellement? Moi, 54 ans, je ne suis pas sûr que je la verrai. Pourtant, Dieu sait si on travaille dans mon laboratoire et on y croit, comme je vais essayer de vous montrer. Mais je ne suis pas sûr que je la verrai vraiment dans la pratique. Mais les jeunes qu'on forme aujourd'hui, je pense qu'ils verront la médecine 2.0. Et dans le fond, ce qu'ils verront, c'est que cette approche que je viens de vous décrire très sommairement pour arriver à une pyramide nutritionnelle qui est utile, qui est utilisable, qui est utilisée, mais qui fait fi de toutes les différences interindividuelles. On n'est pas tous identiques, nous ne sommes tout simplement pas tous identiques, c'est pas vrai. Donc on va être obligé d'aller plus loin. On va être obligé d'aller plus loin dans la pharmacothérapie,
Et on va être obligé d'aller plus loin, je pense aussi, pour la nutrition. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Puis je vais aussi essayer de vous montrer comment la nutrition de tous les jours pourrait peut-être devenir un outil, en tout cas de maintien de la santé. Ça, je pense que c'est assez important de se dire qu'avec la nutrition, on va pouvoir essayer de vieillir en santé. La nutrition comme moyen thérapeutique, je reste aujourd'hui encore très très sceptique. Mais point de débat également. Donc on n'est pas tous identiques. Et alors c'est là qu'entrent en jeu ces grands bateaux de nutrigénétique, nutrigénomique. Ce sont de grands mots, mais qui sous-tendent une réalité. Et je vais essayer de vous l'expliquer d'une manière un peu plus concrète. Qu'est-ce que c'est que la nutrigénétique? La nutrigénétique, c'est l'étude de la manière dont les variants génétiques de votre patrimoine vont vous faire réagir à un aliment donné. Cas typique, l'intolérance au lactose. Vous avez tous eu, je veux dire, c'est très très fréquent l'intolérance au lactose. Vous avez tous eu des patients, j'imagine, qui sont pleins un jour ou l'autre d'inconfort digestif. On se dit, est-ce que vous avez une intolérance au lactose? Ça se teste. On est en plein dans de la nutrigénétique. Mais ça va évidemment aller plus loin. Les gens qui sont intolérants au lactose, ils n'ont plus l'enzyme nécessaire pour digérer les protéines du lait. Et puis la flèche retour, la nutrigénomique, alors ça commence. La nutrigénomique, c'est de se dire que ce qu'on va manger, et là on rentre en plein dans le vif du sujet, ce qu'on va manger a le potentiel de moduler dans notre organisme l'expression de certains gènes. Okay? Ce qu'on va manger va dans le fond avoir un effet direct sur nos fonctions métaboliques via l'activation de gènes de part et d'autre. Ça, c'est le bras de retour, c'est la nutrigénomique. Et donc, à partir de là, si ça existe vraiment, et on le sait aujourd'hui, ça existe vraiment, on va pouvoir commencer à identifier des nutriments qui peuvent moduler, éventuellement améliorer la santé des gens. Ouais, je suis désolé, c'est un peu bas, là, je constate ça. Et là, on est en plein dans l'interaction gène-environnement. Et le seul point que je voulais faire avec ça, cette dia est à propos de la génétique de l'obésité, mais ce n'est pas ça le propos. On dit toujours, OK, et je crois que c'est vraiment vrai, la génétique, pour l'instant, n'a pas vraiment délivré ce qu'elle promettait il y a 15 ou 20 ans. Je pense qu'elle n'a pas vraiment fait son entrée encore dans la pratique clinique, mais on comprend quand même un petit peu mieux les maladies. Mais je pense que ce qui est aussi, d'un point de vue personnel, je trouve ça rassurant, c'est qu'on n'est pas que des êtres génétiquement déterminés. Notre environnement joue un rôle très important. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Ça serait une maladie où l'environnement joue le rôle essentiel. Ça, c'est une maladie où le gène joue un rôle essentiel. Il y a évidemment des maladies monogéniques. Hein. Dans l'obésité, elles sont plutôt rares, mais il existe évidemment des maladies, c'est la transmission familiale, ces maladies héréditaires, elles existent. Mais la vaste majorité des maladies de l'être humain sont là, où les gènes et l'environnement jouent tous les deux un rôle. Et alors là, si vous réfléchissez 2 secondes, quelle est la part environnementale qui a l'effet le plus direct sur vous et sur vos gènes? Eh bien, c'est la nutrition. Qu'est-ce que vous faites quand vous mangez? Vous intégrez votre environnement. Dans cette relation gène-environnement, manger, c'est manger l'environnement, c'est l'intégrer, l'internaliser, et cet environnement va commencer à interagir avec les fonctions vitales de votre corps, de vos cellules. Et c'est ça la nutrigénomique. C'est dans le fond l'interaction gène-environnement, vraiment là où ça se passe de la manière la plus importante. Et au moment où on réalise ça, et ça c'est ce que je dis à nos étudiants maintenant, nos étudiants en médecine, au moment où on réalise ça, on ne banalise plus la nutrition. Il y a encore 5 ans, 10 ans, ok, la nutrition, c'est intéressant. Là, ça devient fondamental. Et c'est tellement fondamental que, vous voyez, un édito dans Science, qui est une revue, comme vous le savez, vraiment top niveau dans la science, pure et dure, fondamentale. Et il y a ce gars, Randy Seeley, qui écrit un édito. C'est 2 pages et demie, très courte, c'est assez sympa. Mais en gros, il résume ce que je viens de vous raconter dans cette dia. Vous voyez ici un plateau avec une certaine charge calorique, une certaine charge
en macronutriments, en hydrates de carbone, en lipides, en protéines. Et puis là, on est dans l'évaluation classique de la nutrition. On est dans l'épidémiologie, c'est ce que je vous racontais au début. On va faire des recommandations basées sur ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour un certain nombre d'individus. On est un tout petit peu dans, évidemment, ici, les macronutriments vont servir surtout comme apport calorique à s'assurer que notre balance énergétique, elle reste correcte. Et puis on arrive à ces recommandations nutritionnelles. Ça, c'est toute la nutrition classique qu'on connaît bien. Et puis maintenant, on entre à grands pas dans la nourriture qui devient une hormone. Et voilà, moi je suis un endocrinologue égaré dans la nutrition, mais finalement la nutrition c'est des hormones et puis je m'y retrouve. À la fin de la journée, je retrouve mon compte parce qu'il y a des micronutriments dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent fonctionner exactement comme des hormones, se lier à des récepteurs sur des cellules et activer des gènes. On est dans la nutrigénomique. Donc voilà, ça y est. En termes de recherche, en termes de connaissances, on est en plein dedans. Combien de temps ça va prendre pour qu'on puisse l'utiliser ? Je ne sais pas très bien, mais ce que je vais vous montrer maintenant dans la deuxième partie de l'exposé, c'est comment ça pourrait être utilisé. Un de mes leitmotifs, c'est, je l'ai déjà dit, je crois, on ne va pas traiter des maladies avec la nutrition, en tout cas pas aujourd'hui et pas en l'état de mes connaissances et de nos connaissances actuelles. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche de bien vieillir, mieux vieillir, vieillir en santé. Alors, là, on est très vite, on flirte avec les limites. Puis je vais être un peu polémique là, parce qu'on est très vite dans l'anti-aging, qui a mauvaise presse pour plein de bonnes raisons, même si je pense que là, de nouveau, il ne faut pas jeter forcément le bébé avec l'eau du bain. Est-ce qu'on peut retarder le vieillissement? Alors lui, il nous dit que probablement oui. Quand on le voit là, Clint Eastwood, il est flamboyant. C'est à l'époque où il a sorti Gran Torino, il a 75 ans, il a 75 ans là, le gars. Et puis, quand on détaille cette affiche, disons que l'endocrinologue en moi se dit que s'il y a un truc qui retarde le vieillissement, quand je vois sa super voiture là derrière, quand je vois le flingue en main, je me dis que la testostérone doit être pas mal. Il y a probablement quelque chose. Puis après, il y a l'endocrinologue qui s'est égaré en nutrition, qui regarde un tout petit peu plus, puis qui voit qu'il est sacrément fit. Il est peut-être même un tout petit peu en restriction calorique quand on voit là. Et effectivement, la restriction calorique, vous l'avez probablement déjà entendu parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis un moment. La restriction calorique, c'est la seule intervention qui, de manière bien démontrée, à travers toutes les espèces, des levures aux rongeurs, prolonge la longévité. Alors ok, on va tous se mettre en restriction calorique. Deux petits exemples de singes, qui sont ceux qui sont le plus proches de nous en termes d'animaux d'expérimentation. Deux études qui ont été très bien publiées. Ils ont mis ces animaux pendant plus de 2 ans en restriction calorique, même beaucoup plus que 2 ans en fait, des années et des années. Et puis là, vous avez une photo de l'animal qui était âgé, et ça, c'est l'animal du même âge en restriction calorique. On voit, il a un poil qui est encore le poil d'un jeune singe, il a le regard vif, il va tout bien. Et puis, alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils ont effectivement une longévité améliorée, ceux qui sont en restriction calorique. Puis on voit que toutes ces maladies qui sont associées à l'âge, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, eh ben, dans le bras rouge, elles apparaissent beaucoup moins. Ça, c'est chaque fois qu'il y a un des individus de la colonie qui développe ce genre de maladie. Donc, en gros, ils sont protégés contre les maladies du vieillissement. Mais ce n'est pas si simple parce qu'il y a une autre étude. Alors oui, ça ralentit le vieillissement. Il y a une autre étude avec les mêmes singes faite par d'autres gens, des Français ce coup-ci, avant c'était des Américains. Puis cette fois-ci, en fait, le singe qui est en restriction calorique, c'est celui-là qui a l'air un peu moins bien. Il a le poil plus rare, il a l'air un peu déprimé, alors que celui qui n'est pas en restriction calorique, il est mieux. Donc, on ne sait pas très bien. Et puis, si on regarde, la restriction calorique n'a rien fait sur la longévité dans ce groupe-là. Par contre, ils ont quand même eu un effet notamment sur les maladies métaboliques. La restriction calorique diminue l'incidence de maladies métaboliques. OK. Donc, on reste avec un petit point d'interrogation sur la restriction calorique.
Pour le principe, je voulais quand même vous montrer ce qui a été fait chez l'humain, parce que ça, c'est quand même une bonne vieille histoire. Il y avait ces gars, Biosphère 2. C'était le rêve fou d'un milliardaire texan qui voulait absolument démontrer qu'on pouvait vivre en croissance zéro. Et alors, il a fabriqué ce truc dans le désert de l'Arizona. Et c'était un habitat. Alors, il y a tout un tas d'habitats naturels différents. Il y avait de la savane, il y avait des terres cultivées, il y avait des forêts tropicales, avec une zone d'habitat. Et tout ça était scellé, était complètement coupé du reste du monde. Et puis, il y a 7 ou 8 personnes qui étaient d'accord de rentrer là-dedans pendant 2 ans. L'idée était de faire une expérience de vivre en autarcie, croissance zéro, autosuffisance. Alors, ils se sont fermés là-dedans. Puis, ils avaient pensé qu'ils n'auraient aucun problème à cultiver de quoi se nourrir à 2500 kilocalories par personne par jour. Mais comme c'était tous des gens plutôt idéalistes, plutôt citadins, plutôt pas tellement habitués au travail de la terre, ben, ils n'ont pas réussi à cultiver ce qu'ils auraient dû. Et pendant les premiers 6 mois, ils se sont mis en restriction calorique. Donc c'est une histoire qui s'est passée début des années 80. Puis après, ils se sont un peu améliorés en jardinage, et puis ils sont arrivés à 2000 kilocalories par personne sur le reste des 2 ans. Puis voilà ce que ça a donné. Et au moment où ils se sont rendus compte de ça, alors quelqu'un a dit « Ah, mais on va étudier cette restriction calorique chez l'humain. » C'est super, super, super smart. Puis alors, ils sont venus, puis régulièrement, ils les investiguaient. Puis ce qu'on voit en gros, c'est que pendant la période de restriction calorique, ça c'est toute la durée de la biosphère, tout un tas de marqueurs comme la pression sanguine, les taux de cholestérol, il y a l'insulinémie, il y a les hormones thyroïdiennes quelque part, la glycémie, tout ça baisse comme chez les singes qu'on met en restriction calorique, et on pense que c'est des marqueurs de bonne efficacité de la restriction calorique sur les effets bénéfiques potentiels. D'accord. Donc voilà, ça s'est passé comme attendu. Quand ils sont sortis, tout s'est remis à zéro. Puis si on voit ici une image du promoteur de l'étude à la sortie des 2 ans dans Biosphère, et 6 mois plus tard, c'est un peu comme la photo des singes que je vous montrais tout à l'heure. Hein, laquelle fait le plus envie? Moi, clairement, celle-là. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est les limites de la restriction calorique. Mais ça nous a quand même amené quelques informations pertinentes, parce que si on repose cette question, hein, est-ce qu'on peut ralentir le vieillissement? Et puis, ben, si vous me voyez arriver avec mes gros sabots, hein, c'est le valaisan qui ne peut pas se passer d'un verre de vin dans une présentation. Mais oui, parce que dans le vin, il y a des polyphénols, le resveratrol, pour ceux qui ne voient pas là, tout au fond. Hein. Un des mécanismes du ralentissement du vieillissement en restriction calorique passe par une série d'activations de molécules qui peuvent être activées par les polyphénols qui sont notamment contenus dans la peau des grains de raisin et qui sont particulièrement élevés dans le vin rouge. Mais ceci dit, pour en prendre en quantité suffisante pour avoir des effets sur la longévité, les quantités d'alcool ingérées deviendront probablement un peu toxiques. Donc voilà, en fait, toutes ces histoires de restriction calorique nous amènent à des potentiels suppléments nutritionnels comme les polyphénols. Les polyphénols, qui sont des composés aux propriétés antioxydantes, qu'on trouve effectivement dans le raisin, dans le café, dans le vin rouge, dans le thé vert, dans les aubergines, en quantité relativement importante. Ben voilà, ça pourrait, tout à coup, on revient à la nutrition et on se dit, est-ce que dans ce qu'on mange, on pourrait favoriser une nutrition qui serait composée d'aliments qui nous amèneraient des polyphénols? Et il y a toutes les bonnes raisons de penser que ça pourrait le faire. Et notamment, je reprends l'exemple de l'obésité, puisqu'effectivement, je travaille dans l'obésité maintenant. L'obésité, on sait que c'est un défaut d'équilibre de notre balance énergétique qui est dû probablement à part non constante, mais qui est dû aux deux mécanismes que je vois là, qui sont l'apport excessif en calories et puis le manque d'activité physique. Tout le monde, on est bien au clair de tout ça. Puis ça nous fait stocker l'énergie dans le tissu adipeux. Ce tissu adipeux, il va s'accumuler dans tout un tas d'organes où il ne devrait pas s'accumuler. Hein, ça va faire une lipotoxicité, ça va faire une stéatose hépatique,
cette fameuse stéatohépatite non alcoolique qui est en train de devenir la première hépatopathie qui est liée à l'obésité et qui est probablement génératrice d'insulinorésistance de manière extrêmement importante. Dans le muscle, pareil, ça va générer l'insulinorésistance, ça va amener au diabète. Donc, on pense que, et il y a des données de la littérature que je vais rapidement partager avec vous encore, on pense qu'effectivement, les polyphénols pourraient être bénéfiques. Ils l'ont été chez le rongeur. On arrive à contrecarrer les effets d'une alimentation riche en graisse chez le rongeur. Et puis, on arrive aussi à contrecarrer les effets, ces effets-là chez l'être humain. C'est une étude qui est sortie dans Cell Métabolisme il y a 2-3 ans. Johan Owerx, qui est à l'EPFL, a participé à cette étude, où ils ont examiné les effets du resveratrol. On retombe sur ce composé qui est présent dans le vin rouge. Les effets du resveratrol sur des paramètres métaboliques de sujets obèses, par ailleurs en bonne santé. 30 jours d'administration de resveratrol à bonne dose, avec 11 sujets, et puis on ne va pas passer en détail toute l'étude, qui était très bien faite, mais juste voilà une synthèse des résultats. Ces fameux lipides qui s'accumulent dans le foie, qui font la stéatohépatite non alcoolique, diminuent sous resveratrol. On a une augmentation de l'activité mitochondriale dans le muscle, donc on va mieux griller les lipides dans le muscle, ça va être extrêmement bénéfique d'un point de vue métabolique. On a une amélioration de la sensibilité à l'insuline, et on a une diminution de ces fameux acides gras libres qui sont tellement délétères chez nos patients avec syndrome métabolique. Donc, miracle drug, hein, comme disent les Américains. Alors, on n'en est évidemment pas encore là, c'est une étude, c'est contrôlé, etc. Il faut voir ce que ça fait sur le long terme, est-ce qu'on s'habitue à ça, mais il y a une preuve du concept. Donc voilà, les polyphénols font partie d'éléments qui pourraient être utiles dans la nutrition. Je vais passer encore 3 minutes, puis après, j'espère que j'aurai posé le décor pour le débat, pour juste adresser un autre élément dont on entend parler depuis très longtemps. Moi, quand j'étais môme, ma mère me parlait déjà des probiotiques. Elle voulait me faire manger des phospholipides cérébraux quand je passais ma matu, parce qu'elle pensait que ça m'aiderait à réussir. Et puis, elle voulait nous faire manger à tous. Hein, j'avais un frère, 2 sœurs, des prébiotiques. Elle pensait que c'était très bien. Puis moi, j'ai rigolé pendant 40 ans. Puis maintenant, on est en train d'étudier les prébiotiques. Voilà. Comme quoi. Donc ça, c'est toute l'hypothèse du microbiote intestinal, dont on parle vraiment de plus en plus aussi, qui, je pense, sera important. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des études d'associations qui ont montré que les obèses humains ont un microbiote intestinal différent des individus sveltes. Alors, je ne sais jamais dans quel sens ça va, mais les 2 genres principaux qu'on a dans notre microbiote intestinal, qui est très important, hein, les chiffres sont juste incroyables. Si on compte le nombre de cellules, si on me prend comme un symbiote avec mes cellules humaines et puis mon microbiote intestinal, 90% des cellules sont des cellules bactériennes et 10% seulement sont des cellules humaines. Tellement on a de bactéries dans le tractus digestif. Si maintenant on extrait mon ADN et puis qu'on regarde combien il y aura d'ADN humain, combien il y aura d'ADN bactérien, 9% de l'ADN sera de l'ADN bactérien, 1% sera de l'ADN humain. Donc, comme symbiote, on est quand même sacrément bactérien. Et ça se traduit dans les faits. Donc, on a une proportion de bactéroïdètes et de firmicutes donnée. Et chez l'obèse, c'est inversé. Alors, de nouveau, je ne sais jamais lequel monte et lequel descend. Jörg Hager, tout à l'heure, pourra probablement nous le dire. Mais les obèses ont moins d'un et plus de l'autre. Chez la souris, c'est pareil. Mais alors, chez la souris, on peut faire des expériences. Maintenant, on prend une souris obèse qui a son microbiote, on prend une souris svelte qui a son microbiote. On prend le microbiote de la souris obèse, on le transplante dans la souris svelte, puis on attend de voir ce qui se passe, elle devient obèse. On prend le microbiote de la souris svelte, on le transplante dans la souris obèse, on attend de voir ce qui se passe, elle maigrit. Alors, quelle est la poule, quel est l'œuf? Mais n'empêche que ces transplantations de microbiote fonctionnent super bien chez la souris, c'est bien démontré. Et comment ça marche? Alors, il y a Patrice Cany, qui est un Belge, qui travaille pas mal sur le microbiote intestinal et sur les prébiotiques. Il a une hypothèse, et c'est une hypothèse assez intéressante. Donc, on est là, on est dans la lumière intestinale,
Et puis, il y a toute une série de bactéries, et puis ça, ce sont les endotoxines bactériennes. Puisque s'il y a des bactéries, il y a des endotoxines. Ces endotoxines sont déphosphorylées par des phosphorylases intra-intestinales, IAP, je ne sais plus l'abréviation anglaise, j'ai un petit blanc là, mais c'est des phosphorylases qui vont déphosphoryler les endotoxines et donc les détoxifier. Et puis en plus, la lumière intestinale, elle est relativement imperméable. Il y a des jonctions serrées ici qui tiennent les cellules bien serrées entre elles et qui évitent qu'il y ait trop d'endotoxines qui passent, parce que l'endotoxine passe un peu. Et on pense que ce passage d'endotoxines stimule des réponses inflammatoires, notamment chaque fois qu'on mange. Il y a des réponses inflammatoires postprandiales, et que ces réponses inflammatoires, elles font partie de cet état inflammatoire à bas bruit qu'on trouve dans les situations de surpoids et d'obésité, et on pense que c'est délétère à long terme. Ce qui se passe, c'est que si on change le microbiote, on se retrouve dans une situation ici où on a des bactéries différentes qui saturent un tout petit peu les phosphatases, et puis qui également ont des effets délétères sur les jonctions serrées entre les cellules de l'épithélium intestinal, qui fait que ça devient un peu plus perméable et qu'on a plus d'endotoxines qui passent. Chaque fois qu'on a une absorption de nutriments, pouf, il y a des endotoxines qui passent avec, et puis il y en a plus, et ça fait une plus grande réponse inflammatoire. Et que cette plus grande réponse inflammatoire, elle va déstabiliser les balances inflammatoires, la balance de l'homéostasie du glucose, la balance de l'homéostasie du lipide, vers un état pro-obésogène. Et ce que lui a montré chez la souris, c'est qu'en administrant correctement certains prébiotiques, donc ce sont des aliments, des sucres non digestibles pour l'être humain, mais qui vont nourrir les bactéries de notre microbiote, en administrant certains prébiotiques à ces souris, il arrive à modifier le microbiote intestinal, le repousser vers un microbiote un peu moins défavorable, et puis améliorer cette situation au niveau de la barrière intestinale. Donc voilà, j'ai fait un petit tour, là je vais m'arrêter là, j'ai parlé un tout petit peu plus que prévu, je ne sais pas si vous m'en excuserez. Pour vous dire, voilà d'où on part quand même d'un terrain qui est relativement incertain quand on parle de nutrition. Qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens? Ça va vraiment dépendre beaucoup de la personne qui est en face, et ce que font les diètes de l'unité. Hein. Elles essayent quand même d'individualiser les conseils en utilisant la pyramide que je vous ai montrée. Hein. Je ne veux pas la détruire, ce n'est pas l'idée, mais relativiser les informations qu'on peut sortir de là. Et puis, partager avec vous, de manière à pouvoir en discuter maintenant, un tout petit peu vers où on pourrait aller en termes de recommandations nutritionnelles spécifiques, et en vous donnant 2 exemples qui sont choisis. Hein. C'est évidemment une présentation biaisée, puisqu'on travaille au laboratoire et avec les prébiotiques et avec les polyphénols. Je vous remercie de votre attention, et puis je pense que Bertrand va reprendre la parole pour... Merci beaucoup. Alors, je propose aux membres de la table ronde, aux participants à la table ronde, de venir ici. La table n'est pas ronde, c'est pas des tables. Enfin, vous vous mettez sur les fauteuils. C'était vraiment passionnant. Je pense que les membres honoraires, les honorables membres honoraires de cette société ont pu mesurer le chemin parcouru, les bouleversements, les changements de paradigme, comme on dit maintenant, qui frappent la nutrition plus encore que bien d'autres domaines. Et il se passe vraiment là quelque chose d'important, et on voit, moi je suis plus persuadé que toi qu'on verra les choses même très rapidement, mais ça il est évidemment mieux placé. Alors, c'est pas sûr. Alors. François Pralon a été présenté, à côté de lui Jörg Hager, qui est Head of Nutrition and Metabolic Health Unit Nestlé Institute of Health Science, donc qui travaille dans une unité de recherche de Nestlé localisée à l'EPFL, c'est bien ça. À côté de lui, une vedette de notre Suisse romande et au-delà, il est connu internationalement, le professeur Hochtetman, connu internationalement parce que vous enseignez aussi en Chine, hein, j'ai vu, en chinois, évidemment, en mandarin. Il a un petit accent en mandarin, mais vaudois. Qui est un petit accent vaudois. C'est très joli, il pourra nous faire un petit essai après. Et donc, qui lui est un grand spécialiste des plantes, de la phytothérapie en particulier, mais de la nutrition avec les plantes plus précisément. À côté de lui, Fabrice Leclerc, qui est quelqu'un de très étonnant, qui a un parcours éclectique, qui a fait beaucoup de choses, qui a été dans l'industrie, qui a lancé des projets, qui a innové, et qui est maintenant quelqu'un d'indépendant, qui est consultant
dans le domaine de la nutrition, mais qui est passionné d'innovation dans ce domaine. Et à côté de lui, dans son habit blanc, qui pourrait faire penser à un cycliste, mais ce n'est pas un cycliste, vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est lui aussi une vedette locale, Philippe Ligron, qui est ici maître d'enseignement, donc à l'école, la haute école, c'est une haute école, à 800 mètres d'altitude, voilà, une école de moyenne altitude, et aussi qui est animateur dans l'émission Billes en tête sur la radio La Première. Ça s'appelle Billes en tête, mais en fait, on s'occupe surtout d'aliments en intestin, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, alors, pour commencer, peut-être, je vais faire parler les trois personnes qui n'ont pas encore parlé, qui ne parleront pas encore, mais en commençant par Jörg Hager. Vous faites, vous, de la recherche dans le cadre de Nestlé, mais surtout en nutrition, en partie d'ailleurs, je crois, avec François Pralon. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette recherche que vous faites dans ce domaine? Oui. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc, bon. D'ailleurs, d'abord, merci. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Non. C'est allumé, là, en tout cas. C'est allumé, mais ça marche pas. Il marche très bien, il suffit de... Alors, quand Philippe Villemin parle, on entend. Voilà. Ah oui, ça c'est beaucoup mieux. Bon, merci pour l'invitation et merci pour l'aide, pour le micro. Donc, oui, qu'est-ce qui me passionne et pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui au National Institute of Health Sciences, c'est qu'est-ce qu'il a déjà démontré François. Je suis biologiste de formation, généticien. J'ai travaillé sur les maladies métaboliques, cardiovasculaires, diabète, obésité. Et on s'est rendu compte très rapidement que la nutrition a un effet très très profond sur notre santé et sur ces maladies métaboliques. Donc, quelle est la vision aujourd'hui et sur qu'est-ce qu'on travaille? C'est déjà la nutrition est bien sûr est très complexe. Et, on ne connaît pas très très bien les mécanismes moléculaires qui sont à la base de tous ces effets qu'on voit. François a mentionné tout à l'heure les polyphénols. Les polyphénols, on voit les études positives, on voit aussi des études négatives. C'est un peu partout la littérature. 99% de ces études sont observationnelles. Mais on ne connaît pas les mécanismes. Donc, une vraiment des champs de notre travail, c'est de comprendre mieux quels sont les mécanismes qui font que certains nutriments influencent notre métabolisme et notre santé. Le deuxième grand champ, qui peut être encore plus important, c'est créer du contexte. Parce qu'on a quand même dans la science en général, et certainement aussi maintenant la nutrition, une tendance de toujours être assez limité dans comment on regarde les choses. Ça veut dire on a une composée, on va l'étudier, on va avoir un effet, on a une phénotype qui nous intéresse, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est quand vous mangez quelque chose, c'est très complexe, ça interagit, comme François a dit, avec votre génétique. Donc, créer ce contexte aussi de tous les autres éléments qui sont importants. Je vous donne un exemple. Vous êtes médecin. Comme François disait aussi, il y a encore quelques années, la nutrition a été vue un peu, et peut-être c'est toujours le cas, comme une science un peu soft. Combien de vous, quand vous faites une anamnèse d'une patient, un diagnostic, s'intéresse vraiment à qu'est-ce qu'il mange ce patient, qu'est-ce qu'il prend le matin, le midi, le soir. Néanmoins, déjà, sans toute la science qu'on a, on sait que certaines choses qu'on mange, et par exemple, vous connaissez peut-être tous le pamplemousse, le jus de pamplemousse, si vous le boivez, il y a le furano coumarin. On sait aujourd'hui, il interagit avec 85 médicaments différents.
soit en augmentant l'efficacité, soit parfois en augmentant les effets adverses. Donc il faut créer du contexte. Donc c'est ça qui me passionne et c'est ça qu'on fait dans l'Institut où je suis actuellement. Merci beaucoup. Kurt Stettmann, vous êtes un pionnier, vous, avec vos visions, au fond, de nutrition et d'utilisation des plantes en médecine et plus largement dans la nourriture. Vous avez l'impression que la science se rapproche de ce que vous pensez. Il y a encore 1 ou 2 décennies, vous étiez vraiment en rupture par rapport à la grande science et maintenant, elle s'ouvre à cette complexité que vous défendez. Oui, bien sûr. Quand j'étais jeune professeur à l'Université de Lausanne, ça fait bien longtemps en arrière maintenant, ça fait 6 ans que je suis à la retraite, eh bien, on ne croyait pas à l'effet des plantes. Personne ne s'intéresse aux plantes. Maintenant, tout le monde s'intéresse aux plantes. Et j'ai vu, pendant mes 30 ans d'activité comme professeur à Lausanne, puis à Genève contre ma volonté, ça je le rappelle toujours, plus c'est moi qui vais lancer le référendum pour empêcher le... Bon, on ne va pas faire politique ici. Il y a un esprit anti-Genevois dans cette SVM, j'ai déjà remarqué. Non, mais à un moment donné, il y a une évolution incroyable. Tout le monde commence à s'intéresser et surtout, on s'intéressait à un moment donné aux plantes comestibles. Dès qu'on fait des recherches, moi j'ai recherché des nouveaux principes actifs avec 80 doctorants qui ont fait des thèses chez moi. À un moment donné, on s'intéressait surtout aux plantes comestibles parce qu'il y a déjà beaucoup moins de problèmes de toxicité au départ, donc aux plantes que l'on mange. Et à l'heure actuelle, je m'intéresse surtout aux fruits et aux épices dans le but de prévenir la maladie d'Alzheimer. Et là, il y a des choses absolument fantastiques qui ont été publiées, en particulier sur une épice que j'aime beaucoup, que tout le monde devrait manger sans arrêt, c'est le curcuma. Et si je choisis le curcuma maintenant, c'est aussi pour parler de la difficulté. Vous pouvez manger beaucoup de curry de curcuma, il y a une très mauvaise biodisponibilité. Alors, le but aussi, c'est maintenant d'améliorer la biodisponibilité. En médecine ayurvédique, on ajoute du poivre, de la piperine, mais maintenant, certaines industries ont fait des nanoparticules, la micro-encapsulation, et ceci marche aussi pour lutter contre l'arthrose, par exemple. Ça, c'est juste un exemple dans les épices. Dans les épices, on peut en citer d'autres, comme le gingembre. Mais je vais juste passer aux fruits maintenant. Ce qui m'intéresse dans les fruits, ce sont les antioxydants. Et tout le monde devrait planter chez lui, je l'écris, je le dis dans mon émission à la radio suisse romande, tout le monde devrait avoir chez lui un aronie ou un aronia, Black Chokeberry, Schwarze Apfelbeere. C'est le fruit qui contient le plus d'antioxydants, type anthocyanes de tous les fruits qui existent au monde. Il y a 1,5 g à peu près d'antioxydants, d'anthocyanes dans 100 grammes de fruits frais. Ça fait 3 à 4 fois plus que dans le cassis ou la myrtille. Alors ce fruit vient des États-Unis. Il y en a 200 000 qui ont été plantés en Suisse. Et le Tagesanzeiger de Zurich a consacré 2 pages entières à ce fruit. Alors nous, on est en train d'étudier ce fruit parce qu'entre autres, il prévient les maladies, un bon immunostimulant, et aussi il permet d'abaisser le taux de cholestérol et d'utiliser moins de statines à l'avenir. Donc il y a des milliers de problèmes de ce genre-là. Je m'intéresse aussi un peu à la fertilité masculine. Et la Tribune de Genève a titré, il n'y a pas très longtemps, « Messieurs, pour faire des enfants, mangez des tomates ». Alors ça, c'est une chose qui est là. Et puis autre chose encore, la grenade aussi. Et ça marche, les tomates, c'est utile. Oui, oui. Et puis le jus de grenade aussi augmente le taux de testostérone. Beaucoup d'études le montrent. Et quand j'ai dit ça dans une émission à la radio, le droguiste de Martigny m'a remercié. Il me dit, professeur, avant on vendait 2-3 bouteilles par mois, maintenant 20 à 25 bouteilles de jus de grenade. Oui, à peu près l'intérêt que j'ai, mais c'est avant tout quand même trouver des moyens pour prévenir la maladie d'Alzheimer, maintenir les fonctions cognitives à l'aide de fruits, à l'aide de légumes, bien sûr aussi, à l'aide d'épices, sans compter aussi qu'il y a des dangers à manger des fruits. Il y a beaucoup de fruits qui contiennent, par exemple, de l'acide oxalique. Il y a eu 20 morts au cours des 2 dernières années à cause des gens qui ont commencé à boire du jus de carambole. La carambole est dans la famille des oxalidacées. C'est le fruit qui contient le plus d'acide oxalique. Et si quelqu'un a un problème rénal, il risque simplement de claquer.
Voilà, c'est à peu près Merci. ce qui me préoccupe maintenant. C'est un joli programme, vous avez vu. Alors, Fabrice Leclerc, vous avez, vous, un peu traversé tout ce qui a été expliqué là. Donc, vous avez eu un intérêt pour la science qui reste, je crois. Vous avez élargi votre regard. Et qu'avez-vous à dire sur ce qui a été présenté, sur ces évolutions, sur la nutrition comme elle est conçue maintenant? Alors, ce qui me touche, c'est cette puissance de la collaboration. Nous, on est un être collaboratif, puisqu'on peut pas... Nos organes travaillent tous ensemble, nos cellules travaillent ensemble. Vous avez dit qu'à 90%, 99%, on était, le poids de notre ADN n'était pas fait de nous, mais des autres, hein, de ceux qui étaient à l'intérieur de notre système digestif, etc. En innovation, la clé, c'est la collaboration. Je vais vous raconter une petite histoire que m'a racontée ma petite fille hier, qui m'a choqué de simplicité. Quelqu'un décède et donc monte au ciel. Et puis, il doit choisir entre l'enfer et le paradis. Alors, il dit, écoutez, est-ce que je peux voir l'enfer et puis est-ce que je peux voir le paradis? Alors, il arrive en enfer et puis il voit une magnifique table avec des plats fantastiques, et puis des gens très bien habillés qui sont de part et d'autre de cette table. Et puis, des cuillères de 2 mètres de long. Et puis, ces personnes-là essayent de manger, chacune dans leur assiette, et puis ils n'y arrivent pas parce que les cuillères font 2 mètres de long. Alors il dit, voilà, c'est ça l'enfer. C'est quand vous avez tout ce que vous avez, mais vous n'y arrivez pas parce que vous ne partagez pas. Et puis alors il va donc voir le paradis. Le paradis, c'est exactement la même chose. Les mêmes personnes, la même table, les mêmes aliments, les mêmes recettes magnifiques. Et puis là, les mêmes grandes cuillères de 2 mètres. Et puis là, les personnes prennent les cuillères de 2 mètres et puis vont nourrir la personne qui est en face. Et donc tout le monde mange bien, et puis c'est magnifique, etc. Donc l'enfer, c'est de ne pas collaborer, et le paradis, c'est de collaborer. Donc nous, on collabore naturellement avec ce que l'on mange, mais avec ce que l'on respire, avec ce que l'on touche. On est perméable et on fait partie d'un tout. Et en innovation, on essaye de recréer ce tout pour voir comment avoir le maximum de performance dans l'ensemble. Donc pour moi, la nutrition, elle va aussi toucher les éléments fondamentaux de base de la Terre, donc la fertilité de la Terre, son absence de toxines. Elle va toucher aussi l'air, elle va toucher à l'eau. On est en permanence, on se nourrit de façon permanente de tout ça. Et puis elle va toucher aussi une des dimensions qui est fondamentale et qui est le déclencheur de tant de maladies, c'est les émotions et c'est l'énergie. On parlait de vin tout à l'heure, le meilleur des vins, c'est peut-être celui que vous mangez avec la personne que vous aimez le plus. Et là, le goût du vin, la qualité de vos enzymes vont être modifiés parce que vous êtes connecté émotionnellement à quelque chose de positif. Voilà. Donc là, on est dans une phase de recréation d'un système, après l'avoir segmenté. Donc maintenant, on essaie de recomposer notre monde et puis de comprendre un peu plus. On ne comprend pas grand-chose, mais il faut rester humble. Dans 1000 ans... nos descendants penseront qu'on était des super singes et qu'on ne connaissait pas grand-chose. Et donc voilà, la passion, c'est d'évoluer, et puis maintenant vraiment de collaborer, donc de travailler avec vous, médecins, de travailler avec des innovateurs de la technologie, de travailler avec des chercheurs, et puis de reconnaître que la nature n'est pas notre fille, mais elle est notre mère. Et donc là, on est dans une évolution psychologique. Après avoir pensé dominer la nature, ce qu'on n'a pas réussi puisqu'on a tout cassé, on est en train de recomposer avec la nature. Et à l'école hôtelière, vous avez un magnifique exemple de vision. Je vous invite à voir le potager qu'il y a devant l'école hôtelière. C'est un potager en permaculture, donc en culture qui s'autogénère, qui aimerait s'autogénérer, où tout est important, de la bactérie, le champignon, l'abeille, tout est intégré pour produire certainement des aliments qui ont un taux nutritionnel, et pas qu'un taux nutritionnel, un taux vibrationnel très supérieur à ce que vous pouvez acheter de mort dans des grandes surfaces ou des choses comme ça. Donc moi, je crois énormément à la place du chef de cuisine qui devient central à la société, central à l'économie, central à la santé, central à l'éducation. Et au retour du chef de cuisine et du jardinier
comme pièce centrale de tout un système qu'on essaie de recomposer. Voilà. Merci. Philippe Ligron, vous êtes un communicateur, un enseignant, tout ça à la fois et de façon très originale, mais qu'est-ce que vous avez envie de communiquer? C'est quoi pour vous le message dans le domaine? Alors, bonjour à tous. Déjà, ce que j'ai envie de communiquer aujourd'hui par rapport à ce qu'ont dit mes prédécesseurs, j'ai envie de vous parler de deux choses. J'ai envie de vous parler d'amour, déjà, parce que ça manque un peu. Alors, c'est vrai que le jus de tomate est prédestiné, paraît-il. On verra bien. Mais avant de vous parler d'amour, je voudrais vous parler un tout petit peu d'histoire. Juste faire un petit retour en arrière, puisque vous savez que je suis passionné d'histoire. Dans Bientête, on développe beaucoup tout ce qui traite à l'histoire de notre alimentation. Et je suis toujours surpris de voir à quel point notre histoire est complète. C'est-à-dire qu'on a tout dans le passé. On a vécu une sorte de cataclysme alimentaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on est passé dans une dimension de production, de nourrir tout le monde, au risque d'arriver aux dérapages dans lesquels on se trouve en plein dedans à l'heure actuelle. Je vais avoir un discours un peu partisan, mais qui recoupe un peu tout ce qui a été dit juste avant. C'est-à-dire que maintenant, on boit du jus de tomate, mais on oublie trop souvent que ce jus de tomate, il est issu de souches qui sont stériles. Donc, quelle est notre responsabilité par rapport à ça? Mais ça, je vais y revenir, c'est dans la partie amour et sensoriel. Ce que je voudrais vous dire par rapport à l'histoire, comme je suis passionné d'histoire, eh ben, je vais fouiller. J'ai une collection superbe de livres anciennes cuisine. J'ai aussi la chance d'avoir de nombreux amis qui collectionnent les livres anciennes cuisine. Et je suis toujours épaté de voir à quel point la nutrition a été un des facteurs fondamentaux du développement de notre gastronomie. Il y a eu deux facteurs qui ont développé notre gastronomie, on y reviendra tout à l'heure puisque je vais vous parler d'histoire, je vais vous raconter des histoires d'histoire, mais il y a toujours eu la conservation des aliments, donc un facteur hygiénique qui est un problème fondamental, et plus on avance dans notre humanité, grâce ou peut-être à cause de vous les médecins, c'est-à-dire qu'on a des corps humains qui sont de plus en plus feignants à se défendre par rapport aux bactéries, mais ça c'est un autre débat. Mais on va avoir des problèmes par rapport à cette hygiène alimentaire, et ça a été un des facteurs de base du développement de notre gastronomie. Puis il y a eu un deuxième facteur, c'est la nutrition. Alors moi, quand j'ai commencé mon métier, il y a quelques années déjà, je crois que ça fait déjà 33 ans, on parlait de pommes de terre, on ne parlait pas d'agria, de charlotte, de binge et compagnie. Les tomates, c'est la même chose. Maintenant, on y revient. Mais à l'époque, c'était très standard. Pourquoi? Parce qu'on était dans cette dynamique de production intensive dont je vous parlais avant. Et puis, maintenant, on commence à se poser des tonnes de questions par rapport à tout ça pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que je suis en train de manger? Et dans l'histoire de la gastronomie, si on revient juste un peu dans ces vieux livres de cuisine, on se rend compte que le deuxième facteur, ça a été la nutrition, dans le sens où l'homme a toujours modifié son alimentation pour pouvoir se prévenir de maladies. Je travaille énormément, vous l'imaginez, dans ces vieux livres, et actuellement, je suis en train de travailler sur un vieux livre, un manuscrit de 1751. Alors c'est marrant parce que c'est un manuscrit qui est un peu, on dirait un peu le Da Vinci Code, hein. Il a été retrouvé dans un vieux monastère en France. 80% de ce livre de cuisine, 80%, même un peu plus, je crois qu'on est aux alentours de 85%, ce sont des recettes médicinales. Comme quoi, on se soignait par son alimentation. C'est Confucius, je crois, qui disait dans l'Antiquité, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Alors, il n'y a pas que ce vieux manuscrit, puisqu'on voit que les premiers écrits de cuisine, je vous les montrerai après si on a le temps, parce que je ne sais pas si on aura beaucoup de temps, mais enfin bref, les premiers manuscrits de cuisine étaient traités de manière hygiénique et de manière nutritionnelle. Charlemagne, qui a édité de nombreux capitulaires, il a fait un truc qui est absolument extraordinaire. Je vous invite, si vous n'avez rien à faire le week-end, si vous avez un peu de temps, ils n'ont certainement rien à faire. D'aller, prenez le temps parce que c'est magnifique. Allez en Valais, hein, on a parlé de Genève, mais on peut parler du Valais. Allez à Saillon, et autour du bourg de Saillon, autour de cette petite chapelle, ils sont en train de recréer le capitulaire de Willis. Le capitulaire de Willis est un capitulaire, une sorte d'inventaire de plantes, herbes et légumes, qui a été établi par les scientifiques de l'époque de Charlemagne, et qui préconise de développer toutes ces plantes. Ça fait quand même 8 ans de plantes différentes, hein, c'est monstrueux. Moi, j'ai un jardin à la maison, j'en ai pas 8 ans de variétés différentes dans mon jardin, et pour chaque variété, il y a les propriétés organoleptiques, mais les propriétés aussi sanitaires, digestives de tous ces aliments. Donc l'histoire est quand même très très importante, et l'histoire prouve qu'on s'est toujours soucié de notre nutrition. Merci beaucoup. Il faut l'arrêter, hein, parce que... Et oui, je ne m'arrête plus. Hein. François Pralon, on a entendu, en particulier avec le professeur Hostetman, que
on sait maintenant que les plantes agissent, sont efficaces, et même sont efficaces, j'ai envie de dire, dans le territoire des médecins. Ici, on a un auditoire surtout composé de médecins. Comment faire pour comparer un petit peu, pour savoir quelle utilité réelle il y a, par exemple, à bien manger avec des plantes? Est-ce que les études qu'on fait actuellement pour essayer de voir est-ce que telle plante est plus utile que les statines ou non, est-ce qu'elles sont adéquates? Est-ce qu'un médecin maintenant peut avoir un vrai programme à donner aux gens, aux patients, un peu plus complexe que de dire manger plus ceci ou cela selon la pyramide alimentaire? Comment est-ce qu'il doit se faire une idée, le médecin, de ce qu'il doit dire aux patients? Je vous fais une question très complexe aussi. Mais... Je pense que peut-être M. Stetman... Ça marche, ce truc? Oui, ça marche. Mais il faut parler fort, comme Philippe Villemin. Peut-être comme M. Stetman pourrait également répondre à ça. Moi, je dirais que comme médecin, et on est éduqué à travailler sur les évidences, on a deux types de problèmes si on veut travailler sur les évidences. La première, c'est des études faites avec des placebos et qui durent suffisamment longtemps pour qu'on ait vraiment des effets sur des endpoints solides, ben, il y en a pas tellement. Hein. Et puis l'autre chose, c'est que, et ça c'est la grande difficulté générique dans les études nutritionnelles, c'est que c'est très difficile d'isoler un élément. Alors, par exemple, nous, on a fait une étude sur une quinzaine de volontaires, on s'intéresse au microbiote. Donc je reviens au microbiote, mais voilà, c'est ce qu'on fait, puis ça donne un exemple. Mais on s'intéresse au microbiote, on a pris des volontaires sains qu'on a mis dans un régime sans produits fermentés pendant 15 jours, à qui on a ensuite donné un lait acidifié comme placebo pendant 15 jours. On a fait un wash-out, puis après on leur a donné un yogourt avec une bactérie spécifique dont on voulait tester l'effet sur le microbiote. Et donc voilà, c'est une étude de 3 mois sur 15 volontaires. Ça coûte vraiment beaucoup d'argent. La Groscope à Berne nous a soutenus pour faire ça. Et puis là, on a identifié, on a isolé une bactérie qui pourrait être utilisée comme probiotique cette fois-ci. Et il faudrait faire ça pour les plantes. Alors il y a le riz rouge hein, qui a été montré comme ayant des propriétés tout à fait claires et nettes sur les lipides. En fait, le riz rouge, c'est une statine naturelle. Ouais. Voilà. Alors voilà, ça a été étudié chimiquement. On sait que c'est une statine naturelle. On en mange des patients qui auraient réussi à régler leur problème d'hypercholestérolémie au riz rouge. Donc c'est vrai, ça marche. Il y a quelques études, mais les études à long terme manquent. Et puis c'est très difficile d'isoler les éléments. Je dirais que ça, c'est les deux soucis qu'on a. Je ne sais pas si Jörg ou M. Stetman, vous voulez rajouter quelque chose? Bah, peut-être juste souligner ce que tu disais, la difficulté aussi que... je suis d'accord, on a beaucoup des aliments qui ont été utilisés pour soigner, souvent pour prévenir des maladies. Je crois c'est là aussi où il faut quelque part mettre le seuil, parce qu'il y a quand même une différence entre si on a quelques symptômes, ou si on a vraiment déjà une maladie. Je crois là, croire que la nutrition seule peut soigner... on n'est certainement pas là. Donc là, je crois qu'il faut mieux revenir aux médicaments. Maintenant, l'autre difficulté, c'est aussi, même si on est capable d'isoler les composants qu'on croit actifs et comprendre, et ça se voit très bien, parce qu'on s'intéresse beaucoup maintenant à la médecine chinoise, aux plantes chinoises, c'est aussi les plantes qui sont dans un contexte. Et si je prends maintenant cette même plante, et je le mets en vallée, par exemple, vous n'allez plus avoir les mêmes propriétés, les ratios des composés vont être changés et vous risquez de perdre l'effet. Donc, il y a beaucoup de potentiel, il y a certainement des choses qu'on peut faire, qu'on peut utiliser, mais on n'est pas encore là où on peut vraiment rationaliser, je crois, la nutrition comme des médicaments pour vraiment soigner. Mais le but de l'industrie, là, c'est de standardiser quand même un peu quelque chose dans le domaine de la prévention, dans le domaine d'une meilleure alimentation. C'est quoi le but de votre institut? Le but final, c'est vraiment d'utiliser ces connaissances pour proposer des aliments, la nutrition, des suppléments qui, en effet... Mais encore une fois, cet effet, il doit être proposé dans un contexte de la personne, dans le contexte de sa maladie, éventuellement, et dans la connaissance de la science qu'on a,
Et c'est ça qui manque un peu aujourd'hui. On a malheureusement un peu de retard, même peut-être pas mal de retard dans la recherche de nutrition par rapport à d'autres sciences. On a maintenant tous les outils, ça commence, comme François le disait. Je suis assez optimiste, peut-être plus optimiste que lui. On a à peu près le même âge, j'espère quand même encore voir quelques résultats concluants. Mais c'est quand même un chemin. Ce sera très personnalisé, le futur, ou bien ça sera quand même... Je crois que ça doit être personnalisé. Ça doit être personnalisé. Parce qu'on est tous différentes. Okay. Et parler de la génétique tout à l'heure. On sait que maintenant, si vous mangez quelque chose, il y a des petites molécules, par exemple, des molécules qu'on appelle les micro-ARN, dans qu'est-ce que vous mangez, qui vont avoir un effet sur l'expression de vos gènes. Il y a aussi des molécules dans la nutrition qui vont allumer certains gènes, qui vont augmenter l'expression. Donc tout ça, c'est très personnel. Et sans ces connaissances-là, on va avoir du mal d'être intelligent. Donc on va vraiment vers une médecine, des traitements très, très personnalisés. Oui. Merci. Professeur Stettmann, deux choses. Un, au fond, le microbiote, c'est vraiment une énorme révolution, qui a été permise d'ailleurs parce qu'on a tout d'un coup fait des PCR et on a pu voir le nombre la qualité, enfin quel type de bactéries on avait dans l'intestin, combien, etc. Parce qu'on est presque incapable de les faire pousser. Mais est-ce que dans les théories que vous développez autour des plantes, le microbiote joue un rôle? C'est-à-dire, est-ce que les plantes agissent sur le microbiote qui lui-même après agit sur l'individu, ou bien est-ce que ça chante le système du microbiote? Et, oui, disons, ce n'est pas tout à fait ma spécialité, puisque durant toute ma vie, j'ai essayé de trouver des nouvelles molécules actives pour en faire des médicaments. Et je vais juste rappeler ici qu'il existe 350 000 plantes supérieures sur la Terre, et 10% ont été étudiés seulement. Et on arrive à trouver des molécules incroyables. Et pas un scandale, mais ce qui a fait... Toute la presse mondiale a parlé d'une découverte incroyable. On a trouvé dans une plante africaine, Nauclea alternifolia, 3% de tramadol. Pour ces 3% de tramadol là-dedans, et c'est mon successeur à l'Université de Genève, avec l'Université de Grenoble, qui ont mis ça en évidence. Et bon, c'est évidemment une découverte incroyable. On parlait déjà qu'on va cultiver des plantes et comme ça on va extraire le tramadol. Il y a une contre-expertise allemande qui a été faite où on a dit que ça provenait du pipi de vache, parce qu'au Cameroun, où on dope les animaux avec le tramadol, mais intrinsèquement, si on réfléchit, comment est-ce qu'on peut trouver 3 grammes 3 grammes. Alors, il semblerait, d'après mon collègue de Genève, que la contre-expertise allemande est liée aux fabricants de tramadol. La controverse continue. Et personnellement, je crois que la nature est capable de produire du tramadol, d'après les voies biosynthétiques. Et une étude est en cours maintenant dans beaucoup de pays africains. On cherche maintenant la même plante d'origine diverse pour voir si effectivement il y a du tramadol. Est-ce que quand on fait des études dans le domaine des plantes, on utilise quand même des systèmes de recherche qui sont très réductionnistes, mais la plante, quand on mange une plante, on avale un tas de molécules qui agissent avec des tas d'interactions. Nous, médecins, on sait bien que quand on donne au-delà de 3-4 médicaments à quelqu'un, on ne sait plus ce qui se passe au niveau des interactions. Alors, quels sont les effets cocktails de toutes ces molécules qu'on avale en même temps? Au fond, on est sans arrêt en train de les analyser séparément, mais qu'en est-il de leur action Je trouve que c'est une très bonne question, parce qu'il faut rappeler ici qu'une plante est une usine chimique magnifique. J'estime que dans chaque plante, il y a grosso modo 10 000 molécules différentes, dont 1 ou 2 sont responsables de l'effet toxique ou de l'effet bénéfique. Alors, quand on isole, nous on a fait l'expérience une fois, tout à coup on isole, nous, une molécule pure, il n'y a plus d'activité. Pourquoi dans un cocktail, quand on a un extrait ou un phytomédicament, qui est un extrait, mettons, n'importe quoi, un extrait alcoolique d'une plante, vous avez des centaines de molécules qui sont là-dedans. Et l'avantage peut-être, c'est qu'il y a des molécules, là il y a des molécules qui peuvent agir sur des cibles pharmacologiques différentes. Et aussi, certaines molécules peuvent favoriser la
biodisponibilité, et ça c'est une chose extrêmement importante. Donc on a la plante, mais sortir la molécule pure, on sort la molécule pure que dans les cas où la marge thérapeutique est très très étroite. Par exemple, l'IF est extrêmement toxique, mais on a sorti le Taxol quand même pour en faire un médicament anticancéreux. Alors ça c'est une chose intéressante. Une autre chose qu'il faut encore dire, il y a l'homme et l'animal réagissent d'une manière complètement différente. Un lapin et un lièvre, ils peuvent manger de la belladone. Ils ont des enzymes qui permettent de neutraliser l'atropine. Et je suis responsable, vous avez parlé du jardin de Saillon, je vous remercie parce que j'étais l'invité des fêtes médiévales de Saillon pour l'ouverture. Ce jardin est absolument magnifique, il faut le visiter. J'aimerais juste saisir l'occasion, puisque nous sommes dans le canton de Vaud, de vous inviter à venir visiter le jardin de plantes médicinales de l'Aisin que j'ai créé à la demande de la commune de l'Aisin, un jardin unique en Suisse, je dirais même en Europe, parce qu'on a regroupé des centaines d'espèces par indication thérapeutique. Les plantes pour la prostate, les plantes pour la femme, les plantes contre la douleur, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses enfin, qui se passent dans le domaine des plantes. Merci. Fabrice Leclerc, vous dites que vous faites de l'innovation, que tout est question de relations. C'est quoi l'innovation à laquelle vous pensez, vous? Comment voyez-vous qu'il faut innover maintenant dans le domaine de la nutrition? Bon, ce qui est important pour nous, c'est la vie. Donc il faut innover pour la vie. Or, aujourd'hui, on a innové pendant pas mal de temps pour l'argent. Et on a fait beaucoup de dégâts. Donc, on peut continuer à innover pour l'argent, mais ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est un message que je donne spécialement aux personnes qui travaillent dans les affaires, d'élever le débat, de finalement être des professionnels de la vie, comme l'est aussi un chef de cuisine, comme vous l'êtes évidemment. Mais je pense que dans les affaires, le monde des affaires est en train d'évoluer et doit évoluer, parce qu'il est totalement impossible de le laisser à ce niveau aussi faible d'humanité. Donc tout ça, on doit le faire évoluer. L'innovation passe par le fait aussi de contrôler sa propre destinée et de devenir son propre coach. Donc même la nutrition, aujourd'hui, elle va être personnalisée. Donc on va pouvoir vous allez pouvoir me donner des conseils, mais je vais peut-être aussi pouvoir créer mon propre programme en fonction de ce que je ressens, de mon instinct, de mon goût, et composer moi-même mon univers. C'est ce qui se passe dans la technologie, c'est ce qui se passe dans la télé. On est en train chacun de créer son propre univers, et la médecine en fait partie, à travers la nutrition, le choix des aliments, la façon dont on va manger, qu'on va composer ses recettes, où on va l'acheter. Et avec 1 franc, vous pouvez changer le monde. Si vous achetez une salade pesticidée ou une salade que vous faites pousser dans un jardin biologique, le monde sera totalement différent en bout de course. Donc vous pouvez influencer. Donc on est en train de devenir on vote pour un style de vie, on vote pour un monde, pour une évolution. Ça, c'est extrêmement important. L'évolution, c'est simplement prolonger ce qu'on a toujours aimé jusqu'à présent et puis d'essayer de le faire un petit peu mieux. C'est jamais révolutionner. On peut révolutionner, mais souvent ça va pas loin. On existe depuis des millions d'années, c'est simplement un prolongement. On a des codes universels, on répond tous à des choses universelles comme le plaisir, comme le rêve, etc. Donc ça doit faire partie des modèles d'innovation. C'est simplement, on continue notre journée. Sauf qu'aujourd'hui, le monde des opportunités est immense de pouvoir reprendre le contrôle individuel de notre vie et de notre santé, en partie à travers la nutrition. Merci. Peut-être François Pralon pour terminer un peu, parce que malheureusement le temps passe, mais de toute cette complexité, qu'est-ce que... Ah, vous n'avez plus le micro. De toute cette complexité, comment est-ce que le médecin, encore une fois, peut en sortir quelque chose? Est-ce que ça va être davantage son rôle dans le futur d'intégrer la nutrition, d'en parler, de la faire accompagner des traitements, ou bien est-ce que c'est tellement complexe qu'on n'est pas du tout prêt, enfin c'est un peu ce que vous disiez, mais vraiment qu'on n'est pas du tout prêt de pouvoir en synthétiser quelque chose d'important pour la pratique?
Ah non, je pense qu'on est quand même prêt. Et je pense que la remarque que faisait Jörg sur combien d'entre vous font vraiment une anamnèse alimentaire, combien d'entre vous s'intéressent vraiment à ce que mangent les patients, ben peut-être qu'il y en a quand même un certain nombre, parce que probablement que le niveau de réalisation a augmenté, on en parle tellement, donc j'espère. Donc moi je pense qu'on peut faire quand même des choses simples. D'abord, l'aspect calorique, si on reprend cette fameuse dia de l'édito de Science, hein, les calories restent importantes, et ça, c'est des choses qu'on peut évaluer relativement bien en discutant avec les patients. Après, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le comportement alimentaire doit aussi s'évaluer, et puis identifier les éventuels grignotages, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler en entretien motivationnel. Donc il y a plein de choses qui sont très pratico-pratiques, utiles, qui peuvent se décliner, et puis qui tournent autour de l'alimentation-nutrition. Là où je pense que ça va devenir plus difficile dans la gestion de la complexité, c'est l'identification au niveau micronutriments, puisque c'est vers là qu'on va. Hein. C'est tous ces développements de la médecine personnalisée. Quand je disais que je ne la verrais pas, j'avais quand même en tête ma vie professionnelle. Donc, comme je mange plein de petits trucs, je vais vivre longtemps. Et puis, je verrai ça arriver probablement. Ça, je suis d'accord. La gestion de la complexité, elle est à deux niveaux. Il y a la complexité de l'alimentation, du bol alimentaire, de ce qu'on mange. Comment identifier ce qu'il y a là-dedans? Et puis, la complexité de la médecine personnalisée. Quand est-ce qu'on saura exactement de quel gène on est fait, de quel haplotype on est fait? Et puis ça, là, je ne vois pas très très bien comment ça se traduira dans nos pratiques à tout le monde, que ce soit en ville, que ce soit à l'hôpital. Il y aura probablement des aides électroniques qui vont se développer, qui vont être majeures. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, quand on fait de la recherche dans ce domaine, on est pieds et poings liés, dépendant des biostatisticiens et des bioinformaticiens. On n'est plus capable, comme il y a encore 10 ans, de s'asseoir autour de la table, de regarder les données, de faire 3 tests statistiques et puis d'en sortir des conclusions. C'est plus possible. La gestion de la quantité de données générées implique déjà de passer par des programmes informatiques. Et ça, c'est ça qui doit devenir praticable. Donc je pense qu'il y a quand même un petit bout de temps. Je continue à penser que ça va se passer dans un petit bout de temps. Pour finir, Jörg Ager, vous pensez que les nouveaux produits, enfin ce que vous avez dans le pipeline, ce que vous avez dans la tête, va jouer un grand rôle pour l'industrie comme Nestlé dans le futur? Je crois dans le pipeline, je ne dirais pas encore. Hein, ça, encore juste à l'entrée du pipeline. Dans la tête peut-être. Je crois que oui. Et je crois que le fait qu'une entreprise comme Nestlé, qui est comme la plus grande entreprise alimentaire mondiale, à réaliser qu'on ne peut pas continuer comme on fait actuellement et qu'il y a des choses à faire pour vraiment aller vers une nutrition plus saine et aussi une nutrition qui plus ciblée. Je crois que c'est déjà un bon indicateur qu'eux, ils croient. Nous, comme chercheurs, vous y croyez? On croit depuis longtemps. Mais il nous manquait des technologies, des éléments. Maintenant, je crois qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est justement, on parlait de collaboration tout à l'heure. Il faut collaborer maintenant, parce que c'est clair, seul, on n'arrivera pas. Personne n'arrivera, mais je suis très optimiste. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà, on va arrêter ici cette table ronde. C'est vrai que c'est un peu frustrant, je suis désolé, il y aurait eu tellement de choses à dire. Et je vous remercie au nom de la salle. Je vous prie de regarder vos sièges.